Le président Trump en 2026 fait face à deux guerres, la guerre contre l'Iran et la guerre qu'il soutient en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Il est en train de perdre ces deux guerres et tous les éléments indiquent qu'il les perdra toutes les deux. Cela aura des conséquences profondes sur la scène internationale, sur la sécurité internationale, sur la sécurité nationale américaine, ainsi que sur la sécurité régionale, au Moyen-Orient comme en Europe. Des changements potentiellement profonds. Et tant de gens se concentrent tellement sur les nuances de ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, nous couvrons ces deux guerres pour tenir les gens informés. Mais je me suis dit qu'il serait utile aujourd'hui. En fait, je pense qu'il est très important à ce stade de prendre du recul et de reconnaître que nous nous dirigeons tout droit vers des lignes de fracture majeures. Et si nous ne prenons pas de meilleures décisions d'ici au moment où ces guerres, où leur dénouement se manifeste, indépendamment des souhaits de quiconque, alors nous ferions mieux d'y réfléchir avant d'agir. Ainsi, du moins en théorie, nous pourrons prendre de meilleures décisions d'ici là, éventuellement dépasser certaines de ces situations et éviter quelques-unes des pires issues. Ce serait l'idéal. Pour l'instant, je vais simplement dire que ça ne semble pas très prometteur. Il ne semble pas que nous allons y parvenir. Mais il est important que vous sachiez vers quoi nous nous dirigeons et quelles en seront les conséquences si nous n'apportons pas ces changements. Et aujourd'hui, personne n'est mieux placé pour nous l'expliquer que notre bon ami Alastair Crooke, commentateur géopolitique et animateur de theconflictsforum.substack.com, auquel nous faisons souvent référence. Alastair, tout d'abord, bienvenue de nouveau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans l'émission. C'est un plaisir d'être avec vous. Bon, écoutez, prenons les choses dans l'ordre et commençons d'abord par la guerre en Iran. Je pense qu'une bonne partie de l'explication tient dans cette courte déclaration du sénateur Daines. Fox News lui a posé une question légitime. Est-ce qu'on s'engage dans une nouvelle guerre sans fin? Est-ce que vous craignez qu'on soit, une fois encore, dans une guerre sans fin? Personne ne souhaite mettre fin à ce conflit davantage que le président Trump. En ce moment, il mène une guerre pour protéger nos enfants et nos petits-enfants, pour faire en sorte que ce régime dangereux n'ait jamais l'arme nucléaire, ni la capacité de mettre le monde à genoux. Le président Trump travaille dur, mais il n'y a qu'une seule position que les Iraniens respectent, la position de force. Ils seront placés dans une posture d'affaiblissement durable. Et j'espère que cela permettra d'aboutir à un résultat. Un accord négocié serait la meilleure issue. Mais le président Trump sait qu'il s'agit de la paix par la force. Une force implacable sera employée contre ce régime corrompu et maléfique, jusqu'à ce qu'il soit mis à genoux. D'accord, il y a beaucoup de choses à démêler. Mais l'Iran est tout simplement un régime corrompu et malfaisant, donc je ne vois pas comment on peut négocier avec lui. Mais peu importe, nous avons quand même besoin de négociations. Attendez, nous avions un accord négocié avec le protocole d'accord, qui était censé ouvrir la voie à ces négociations de toute fin de guerre. Et nous avons tout fait capoter au bout d'une semaine en ajoutant quelque chose au paragraphe 5 sur le détroit d'Ormuz. Comment voyez-vous d'abord la manière dont l'Amérique dominante présente les choses, et en particulier le Parti républicain, avec le Sénat juste là? Comment voyez-vous cela par rapport à la réalité? Eh bien, je pense que cela soulève une question vraiment importante. L'extrait que vous venez de montrer, parce que, d'abord, il faut revenir en arrière et voir ce qu'est l'Amérique, ou ce qu'elle représente. À l'origine, l'Amérique a été fondée, si vous voulez, sur les idéaux d'une réforme du monde. L'Amérique serait une lumière pour les nations. Elle allait devenir le nouvel Israël. Elle était la cité sur la colline. C'était presque un message de rédemption.
voire légèrement messianique, parce que l'Amérique a cette mission de changer le monde, de le faire avancer et de lui apporter la démocratie, les valeurs libérales, et ainsi de suite. Et cela a été implanté, je pense, surtout par les protestants qui sont arrivés en Amérique. Cette idée vient après tout en grande partie de la guerre civile anglaise, de la guerre de Cromwell, ainsi que du puritanisme très fort et du puissant sentiment de rédemption de l'Ancien Testament qui existait en Angleterre à cette époque. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas très bien quand, cela a changé en Amérique. Et aujourd'hui, ce que vous décrivez, ce que l'on voit et ce que l'on entend venir d'Amérique, c'est du manichéisme, pas du libéralisme. Ce n'est pas l'idée d'une rédemption selon laquelle nous allons tous avancer vers de nouvelles valeurs et le monde va se rassembler dans une forme nouvelle, merveilleuse, merveilleuse. Non, ce qu'on voit et on l'a vu, ce n'est pas seulement Trump. Et donc ce n'est pas seulement, vous savez, son influence sur le Parti républicain. On l'a vu avec Biden. Vous vous souvenez du discours devant l'Independence Hall? Je crois qu'il l'a fait devant l'Independence Hall, ce site célèbre, plongé dans une sorte de lumière rouge foncée. Et il ne parlait pas d'un avenir, d'une vision de l'avenir. Il parlait du mal, du bien et du mal. Poutine est le mal, la Russie est le mal, ce sont des gens mauvais. Et nous sommes la lumière, nous sommes le bien, eux sont les méchants et ils doivent être vaincus. Et c'était vraiment, je crois que c'est à Prague qu'il l'a dit pour la première fois, puis devant l'Independence Hall. Enfin, il y a eu un changement clair. Et c'est un changement très déconcertant, parce que l'Amérique est entrée dans cet état d'esprit manichéen que vous avez vu dans l'extrait que vous venez de diffuser. Parce que vous savez, si vous adoptez cette vision manichéenne, il y a deux conséquences. D'abord, aucun règlement négocié n'est possible. Parce que vous savez, si vous remontez à Carl Schmitt, à Leo Strauss et à tout cela, enfin, ils étaient très clairs. Ils étaient à l'université de Chicago, je crois, et c'était des gens très influents. Mais Carl Schmitt l'a clairement dit. Il faut noircir vos adversaires à ce point que l'idée même de leur parler, de négocier avec eux, reviendrait pour vous à tomber dans le mal, à être contaminé. Et donc, vous ne pouvez pas négocier. Comment négocier avec le mal? Vous ne le pouvez pas. C'est la réponse qui se dégageait alors. Et cela a été, je pense, délibérément implanté à l'époque par Strauss et d'autres penseurs, puis c'est en quelque sorte devenu une idée fixe. Mais il y a plus que cela. Car si vous adoptez ce point de vue, selon lequel il est impossible de parler avec ces gens-là, ce que nous avons bien sûr vu pendant la guerre contre le terrorisme, le 11 septembre, je pense, a été le tournant. Parce qu'à partir de là, ces gens-là, comme on les appelait toujours, on ne peut pas les écouter, on ne peut pas leur parler, on ne peut rien entendre du Hezbollah ni d'aucun de ses mouvements. Il faut simplement les vaincre. Mais il y a une deuxième conséquence, plus sombre. Je veux dire, si vous ne pouvez pas négocier et qu'il est impossible de traiter avec ce genre de mal, alors évidemment, la voie vers l'utilisation d'armes de destruction massive devient beaucoup plus ouverte et beaucoup plus présente dans les esprits. Et cette façon de penser est donc très dangereuse. Je me souviens d'une fois au Canada où je donnais une conférence. Pendant que je parlais, il y avait en arrière-plan un orchestre qui jouait de la musique pour le public et tout le reste. Mais les gens écoutaient la conférence. Je m'adressais à des hommes d'affaires canadiens, en quelque sorte. Et à la fin, je me suis retourné et j'ai dit « Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous venez d'écouter l'orchestre du Hezbollah, tous en queue de pied, manteau noir, en train de jouer du Tchaïkovski. Et vous dites qu'on ne peut pas parler à ces gens-là. Comment peuvent-ils jouer du Tchaïkovski? Et vous ne trouvez pas un mot à leur dire.
Mais c'est là où nous en étions arrivés à cette époque. Et c'est là que, me semble-t-il, quand vous savez, Fox News, diffusez des déclarations, je crois que c'était sur Fox News, des commentaires du genre « Ces gens sont mauvais, on ne peut pas traiter avec eux ». En réalité, c'est l'inverse qu'ils ont, je ne sais pas. Les gens disent, je lisais un peu le point de vue de Maggie Haberman, je crois qu'elle était peut-être dans votre émission, sur son nouveau livre, Regime Change, avec elle et Swan. Et elle y dit 2 ou 3 choses. L'une d'elles, selon elle, c'est que Trump a toujours eu, pendant des années, des décennies, cette animosité contre les Iraniens, pour des raisons que personne ne semble vraiment connaître. Mais bien sûr, elle s'est en quelque sorte ravivée durant cette période. Et je pense qu'elle disait aussi que Trump est devenu, au cours de son second mandat, beaucoup plus instinctif. Enfin, il se fie davantage à son instinct. Et le cercle des gens qui lui parlent s'est resserré de plus en plus. Son bunker, si vous voulez, s'est réduit à quelques personnes qui lui parlent de cette manière. Mais c'est pour ça que je dis que l'Amérique prend le problème à l'envers. Je vais être très direct avec vous. Vous prenez le problème à l'envers. Le discours que Trump et d'autres défendent, c'est qu'il y a en Iran ces terribles partisans de la ligne dure au gouvernement, ces gens des gardiens de la révolution, le chef des gardiens de la révolution. Ce sont eux les durs qui manquent de respect à leur peuple et qui ne tiennent pas compte du fait que les gens, vous savez, souffrent et veulent une solution. C'est ça, le récit. Vous avez tout pris à l'envers. En réalité, ce sont les gens, les jeunes Iraniens, qui rejettent la négociation. Ils veulent la vengeance et appellent régulièrement à se venger de l'Amérique. Et ce sont les soi-disant durs qui, si vous faites une recherche sur eux, essayez sur Google, sont les gens que nous connaissons tous, les noms que nous connaissons. Vous constaterez qu'ils ont tous des diplômes, ils ont des doctorats, ils ont 3 doctorats en philosophie, dans des matières techniques et en mathématiques. Ce sont parmi les personnes les plus instruites. Ali Larijani, avant d'être tué, je veux dire à titre d'exemple, était philosophe. C'était une autorité en philosophie islamique, remontant à un peu plus de 1000 ans. Mais c'était aussi un philosophe qui s'intéressait à Habermas et à d'autres philosophes occidentaux contemporains. Et la compréhension qu'ils en ont, c'est exactement l'inverse. Alors, forcément, vous savez, ça va échouer. Ce sera un désastre complet. Parce que ce ne sont pas les dirigeants les plus intransigeants qui refusent de se plier à la volonté de Trump. C'est en réalité l'inverse. Les gens craignent qu'ils puissent se plier à la volonté de Trump. Alors ils essaient de se donner plus de fermeté en disant « Nous voulons la revanche, pas des pourparlers ». Et ils sont désormais très acerbes envers ceux qui, par le passé, ont plaidé pour des négociations. Donc oui, toute la situation fait que l'idée d'une solution diplomatique est désormais impossible. Et c'est justement pour ça que je pars de cette idée. Enfin, vous venez de l'exposer avec beaucoup d'éloquence. D'un côté, vous avez les États-Unis, avec le président Trump, qui pose en quelque sorte un cadre dans lequel nous ne pouvons pas négocier avec eux dans le cadre de véritables négociations. C'est-à-dire, je donne quelque chose pour obtenir quelque chose. Non, nous voulons simplement qu'ils capitulent, et c'est la seule vraie approche que nous envisageons. Et là, vous montrez que la partie iranienne a elle aussi une position durcie, ainsi que la volonté du peuple qui compte davantage que celle des seuls dirigeants. C'est la volonté du peuple qui crée une situation dans laquelle vous n'obtiendrez pas de règlement négocié. Et à mes yeux, avec mon esprit militaire, cela signifie que nous allons perdre, parce que nous n'avons pas les moyens militaires de contraindre la partie iranienne à se conformer à nos exigences.
Donc, je pense qu'à terme, et nous en avons déjà parlé à de nombreuses reprises, le fond du problème, c'est que selon moi, il est très clair que nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Par conséquent, tout ce que nous pouvons faire, au fond, c'est la perdre. Donc si cela est vrai, et on ne peut jamais en être sûr tant que cela ne s'est pas effectivement produit, j'aimerais vous poser, dans les prochaines minutes, plusieurs questions sur ce que seraient les conséquences d'une défaite américaine. Prenons-les une par une. Commençons par l'Iran. Si l'on part de la position de l'Iran le 27 février, la veille du début de cette guerre, où pensez-vous qu'il se retrouvera une fois qu'une forme de règlement aura été trouvée? Eh bien, je pense que la seule issue réellement possible, c'est que Trump devra, à un moment donné, reconnaître que le détroit d'Ormuz est sous le contrôle et en la possession de l'Iran, et que l'Iran fera payer le passage dans ce qui ne sont pas des eaux internationales, mais les eaux territoriales iraniennes. Les autres corridors maritimes ne seront pas autorisés. Je pense donc que ce sera l'issue, et au final, oui, je pense que les États du Golfe, qui disent pour l'instant qu'ils n'accepteront pas cela, n'auront pas beaucoup d'autres choix. Ils devront l'accepter. Et les perspectives qui les attendent sont assez sombres, parce que vous savez, cela va aussi mettre fin à l'économie du pétrodollar, celle qui nous a apporté tous ces gratte-ciel étincelants dans les États du Golfe. Toute cette architecture doit disparaître, et elle disparaîtra. Elle reposait sur le pétrodollar. Elle reposait entièrement sur l'énorme hausse du prix du pétrole après 1973, quelque chose que nous observons un peu aujourd'hui. Mais à l'époque, les États-Unis ont encouragé les États du Golfe à fonctionner ainsi, à condition qu'ils commercent en dollars et qu'ils reversent toutes leurs économies aux États-Unis. Et c'est cela qui a alimenté, si vous voulez, l'économie financiarisée qui a ensuite émergé aux États-Unis et qui s'est encore davantage implantée après la grande crise financière de 2008. Et c'est une économie complètement différente d'une économie réelle. C'est ce que j'appelle une économie de casino. Tout repose sur les délits d'initiés. Tout repose sur les marges. C'est de l'arbitrage entre les taux du matin et ceux de l'après-midi, entre ce qui se passe aujourd'hui au Japon et ce qui s'y passera demain. Je veux dire, cela ne produit rien, si ce n'est une immense richesse pour l'oligarchie. Et donc, vous savez, dans l'ensemble, il n'y a aucun soutien dans le monde non occidental pour que cela continue. Ils veulent, et l'Iran le veut aussi, que le Golfe revienne à une économie réelle, quelque chose qui subvienne aux besoins des gens, qui fournisse des biens, de la nourriture et tout ce dont ils ont besoin. Et il faut que cela produise. Et donc, vous savez, je pense qu'à terme, vous m'avez demandé à quoi cela va ressembler, l'Iran sera une puissance majeure, sinon dominante, au Moyen-Orient. Les États du Golfe devront soit accepter cette réalité et changer, soit disparaître. Ce sera un Moyen-Orient différent et les répercussions se feront largement sentir dans toute la région. Et ce qui manque dans cette analyse instinctive de la Maison-Blanche, c'est l'autre aspect de ce qu'il a provoqué et de ce que la Maison-Blanche a provoqué. Parce que ça ne ressort pas beaucoup dans la presse occidentale. Mais la guerre se propage, elle s'étend. Ce n'est pas seulement le Yémen. Ce n'est pas seulement le Liban. Ce n'est pas seulement la Syrie. C'est maintenant l'Irak. Les Iraniens attaquent des Kurdes qui se trouvent en Irak. Le gouvernement irakien a donné au Hasht l'ordre de se désarmer avant le 30 septembre. Tout comme Trump a essayé d'organiser un système par lequel le Hezbollah serait contraint de se désarmer et Israël resterait en choisissant lui-même quand il quitte, s'il quitte, le Liban. Et puis, vous avez tout cela. Vous avez le Yémen, vous avez Gaza, vous avez ce qui se passe à l'intérieur de la ligne verte.
Tout est en plein bouleversement. Tout est tendu. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution unique lorsque toutes ces autres équations entrent en jeu. Ce qui résout, si vous voulez, l'équation avec l'Iran ne résoudra pas nécessairement l'équation entre les Yéménites et l'Arabie saoudite, qui semble maintenant entrer dans une guerre ouverte entre les deux pays. L'équation entre l'Iran et Trump ne résoudra pas la question du Hasht et la situation irakienne. L'équation entre l'Iran et Trump ne résoudra pas non plus la situation de Shara en Syrie, ni sa relation avec le Liban, que les États-Unis essayent de transformer en une sorte d'attaque contre le Hezbollah à travers les villages chiites voisins situés juste à la frontière entre le Liban et la Syrie. Donc maintenant, tout est lié, mais il y a aussi des agendas distincts. Je veux dire, c'est un casse-tête. Même un joueur d'échecs se dirait « Mon Dieu, comment est-ce que je rassemble tout ça dans un seul ensemble cohérent ?» C'est parce qu'on a laissé cela aller de plus en plus loin et s'étendre à toujours plus de domaines, alors qu'Israël a essayé d'en tirer avantage au Liban, en Syrie et ailleurs. Et en cherchant à obtenir ses propres avantages, cela a entraîné Trump dans ce bourbier de conflits différents, tous liés les uns aux autres. La question iranienne est au cœur de tout ça, mais chacun a son propre agenda. On ne les réglera pas simplement en disant « Oh, un nouveau cessez-le-feu, nous proposons un cessez-le-feu avec l'Iran ». Ça ne réglera pas la guerre entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Les Yéménites, aujourd'hui, en ce moment même, ont décidé que c'était le moment de chasser les Saoudiens de la région. Je ne sais pas, ça ne veut pas dire qu'ils y parviendront ou quoi que ce soit, mais cela veut simplement dire que l'ensemble est devenu tellement compliqué et le restera. Et alors, vous savez, compte tenu de tout cet ensemble de foyers d'incendie qui brûlent et des sources de combustible propres à chacun d'eux, je dirais que, même s'ils n'ont pas tous été déclenchés par la guerre du 28 février que nous avons vue, ils ont certainement tous reçu un surcroît de combustible. Mais maintenant, il ne peut pas y avoir une seule solution, comme vous venez de l'expliquer avec beaucoup d'habileté. Alors, quelle pourrait être une issue ici? Comment ces incendies vont-ils s'éteindre? Et nous examinerons Israël séparément. Je ne veux pas laisser cela de côté, parce que c'est un élément très important. Comment cette situation va se terminer? Mais aujourd'hui, il me semble que l'ordre qui existait auparavant, même nominalement, le 26 février, avant le début de cette guerre, a disparu pour toujours. Ce ne sont pas seulement les Iraniens qui vont contrôler le détroit d'Ormuz à jamais, parce qu'ils ont dit qu'ils n'y renonceraient en aucune circonstance. Mais tout le reste en découle aussi. Et les États-Unis, alors? Je voudrais vous poser précisément cette question. Vous avez parlé du Conseil de coopération du Golfe et du camp iranien. Qu'en est-il de l'Amérique et du Moyen-Orient? À quoi cela ressemblera-t-il une fois que tout cela sera terminé, quel que soit le moyen par lequel cela prendra fin? Eh bien, je pense que le plus important, enfin, il y a deux choses importantes. La première, c'est que cette guerre met en pièces le prestige de la présence militaire américaine, si vous voulez. On la croyait invulnérable. On pensait qu'elle ne pouvait pas être contestée, qu'elle ne pouvait pas être attaquée. Et tout cela s'est révélé faux. Les structures militaires américaines ont leur talon d'Achille. Elles n'ont pas assez d'armes défensives. Elles n'ont pas les moyens suffisants pour lancer une guerre majeure. Et même dans une guerre localisée, elles ne s'en sortent pas très bien en commettant des erreurs. Mais venons-en à la grande question. Vous savez, ce n'est pas... Enfin, le prix va être très élevé parce que vous vous souvenez qu'en 79, il y a eu la question des otages.
Les otages étaient détenus à l'ambassade et cela a fait tomber Carter et son administration. Eh bien, il n'y a pas d'étudiants dans une ambassade, mais il y a ce qu'on appelle la 5e flotte. Où se trouve-t-elle? Au large de Bahreïn, je crois. C'est un otage assez important, non? Ce n'est pas vraiment... Enfin, on ne peut pas l'exprimer publiquement. Mais de fait, la 5e flotte est un otage iranien. Donc vous savez, je veux dire, quelqu'un ferait mieux de se réveiller à la Maison-Blanche et de dire, il faut simplement qu'on sorte de ça, et il faut qu'on en sorte très vite. Sinon, ça va devenir une catastrophe totale pour les États-Unis, pour leur image, pour leur présence dans le monde. Ce sera une humiliation. Donc je pense que c'est la seule issue. Mais je ne pense pas... Enfin, le problème avec lui, c'est que, comme le dit Maggie Haberman, je sais qu'elle ne s'entend pas très bien avec Trump et tout ça, mais comme elle le souligne, vous savez, son état d'esprit a changé lors de son second mandat. C'est un état d'esprit où il se croit, en quelque sorte, beaucoup plus puissant. Il se voit comme un dirigeant impérial, capable d'obtenir ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut. Il pense ne pas avoir à se soucier des normes, des lois ou de quoi que ce soit de ce genre. Et il admire la brutalité. Il a fait ce commentaire, je crois, paradoxalement à propos de Netanyahou. Il a dit en substance, « Oh oui, il y a peut-être eu des problèmes avec lui, mais Netanyahou, lui, n'a pas peur de la guerre. » Et évidemment, cette déclaration a profondément séduit Trump. Eh bien, Trump a sa guerre, mais les guerres ne sont pas toujours comme le Venezuela. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc ils doivent vraiment réfléchir très sérieusement. Et je veux dire, c'est l'équilibre auquel les États-Unis sont confrontés, je pense. Je vous parle très franchement, mais je crois aussi avec honnêteté. D'un côté, il a le choix de redescendre de l'arbre. Psychologiquement, j'admets que ça va être... je ne sais pas si c'est possible, mais c'est une possibilité. L'autre option, c'est d'aller vers une guerre totale. Et je pense que cela va achever de ruiner la position des États-Unis, considérés soit comme un acteur politique sérieux, soit comme une puissance militaire sérieuse. Parce que les gens auront vu et tiré les leçons de l'expérience iranienne sur la manière de traiter avec les États-Unis. Et la première leçon qu'ils en ont tirée, c'est de ne faire confiance à rien. Rien de ce qui est dit, rien de ce qui est écrit, rien. Mieux vaut ne pas leur faire confiance. C'est pour cela que les jeunes dans les rues d'Iran disent « Vous négociez ». Vous savez qu'il dira une chose à un moment, puis qu'il la retirera l'instant d'après. Alors, ça ne sert à rien de parler à quelqu'un comme ça. Laissez tomber. Nous n'avons pas besoin de traiter avec les États-Unis. Je pense qu'on peut ajouter un autre point à cela. L'autre leçon qui semble avoir été tirée, c'est que non seulement on ne peut faire confiance à rien de ce que dit notre pays, mais aussi que si vous nous frappez au visage, nous ne savons pas encaisser ces coups. Nous ne pouvons pas les arrêter. Et comme vous l'avez dit, nous sommes plus vulnérables que les gens ne le pensaient. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que cela signifie pour Israël? Parce que, pour beaucoup d'Américains en tout cas, ça a toujours été au cœur de tout ça. Oh, il faut soutenir Israël, quoi qu'il arrive. Mais alors, si ce que vous avez décrit avec les États-Unis se produit, et si le quartier général de la 6e flotte à Bahreïn ne peut même plus sortir, alors nous allons échouer, surtout si nous tentons une guerre totale. Nous n'allons pas y arriver, et nous ne serons plus en mesure de protéger Israël. Aujourd'hui, Israël combat le Hamas, il combat les colons en Cisjordanie, parfois il combat au Yémen, parfois en Syrie, parfois au Liban, et il pourrait potentiellement reprendre le combat contre l'Iran. Israël peut-il mener cette guerre sur 7 fronts sans l'Amérique? Non.
Absolument pas. Et ils le savent. Et c'est pour ça que le chef d'état-major de l'armée s'est présenté devant le cabinet il y a environ 2 semaines. Il a dit « Je veux faire clignoter une alerte rouge devant vous, membres du cabinet. L'armée israélienne est au bord de l'effondrement. Nous n'avons pas assez d'hommes. Tout se désagrège. Le moral se dissipe. » Et il a dit « Il nous faudrait non pas une seule armée israélienne, mais 7 ou 8 armées israéliennes comme celle qui existe aujourd'hui, pour gérer ce que vous nous avez imposé, ce que vous avez lancé après le 7 octobre, quand vous avez remplacé la doctrine de sécurité de Ben Gurion par celle du Grand Israël. Toujours plus de sécurité permanente, une sécurité à la racine, une sécurité préventive contre toute menace qui pourrait surgir. L'intention suffit pour que nous devions l'effacer militairement et le détruire. Et il a été très dur. Il y en a eu d'autres, vous savez, d'anciens généraux comme Brick, le général Brick. Il est à la retraite aujourd'hui, mais il est très connu. C'est quelqu'un dont Netanyahou a d'ailleurs sollicité les conseils. Ce n'est donc pas un cas isolé. Et il dit que si les choses continuent ainsi, il y aura une guerre civile en Israël. Parce que, vous savez, tout le monde comprend que c'est le cas. Enfin, ils n'arrivent pas à l'admettre, mais ils comprennent que tout ce qui avait été avancé au sujet de la guerre en Iran, de la guerre d'Israël en Iran, a échoué. Il n'y a eu aucun changement de gouvernement. Ils n'ont pas vaincu les missiles. Ils n'ont pas mis fin, si vous voulez, à l'enrichissement de l'uranium par les Iraniens. Aucun de ces objectifs n'a été atteint. Rien du tout. En fait, c'est même l'inverse. Et ce ne sont pas mes propos, ce sont ceux d'Israéliens. À l'issue de cette guerre, l'Iran en est ressorti plus fort, pas plus faible. Cette guerre a resserré la société, elle lui a apporté de la cohésion, la population soutient le gouvernement, elle soutient l'État islamique plus que jamais. Alors, la question est, qu'est-ce qu'Israël va faire maintenant? Et vous savez, d'un point de vue militaire, je veux dire, vous êtes déployés sur l'ensemble presque tout le Grand Israël. Ils n'en ont pas encore certaines parties, mais ils y arrivent à Gaza et en Cisjordanie. Et au-delà de ça, en Syrie, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez faire? Je veux dire, on ne peut pas proposer aux Israéliens une guerre permanente, pour toujours, avec le droit de tuer n'importe qui. Je veux dire, c'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas parvenir à une solution ni soutenir cette initiative, parce qu'ils n'accepteront jamais que le Hezbollah reste en place, car cela va à l'encontre de leur doctrine née du 7 octobre, l'idée qu'Israël est toujours au seuil d'un holocauste, et que, vous savez, le Hezbollah menace les territoires du nord d'un holocauste. Il ne menace pas d'un holocauste. Il menace Israël quand Israël attaque le Liban ou envahit le Liban. C'est cela qui a provoqué la formation du Hezbollah. L'invasion du Liban il y a 20 ans, il y a longtemps. Mais ils ont chassé Israël du Liban, et les Israéliens ne s'en remettent pas. Et donc, par conséquent, ils considèrent cela comme un holocauste. Ils considèrent le 7 octobre comme un holocauste, ce que ce n'était pas, mais c'est ainsi qu'ils le voient et ils y croient psychologiquement. Alors je veux dire, comment remettre Israël sur les rails? Comment le ramener, en quelque sorte, à Ben Gurion, qui disait « Nous sommes un petit État, nous n'avons pas les moyens d'avoir une grande armée, nous ne pouvons pas faire tout cela. Nous devons rester dans les limites de nos frontières et compter sur les réservistes. C'est comme ça. Habituez-vous-y. » Et bien sûr, Netanyahou a complètement rompu avec cela en s'étendant partout avec toutes ces guerres. Et maintenant, des guerres qui se profilent face à la Turquie en Syrie. Je veux dire, oui, c'est tout simplement inconcevable. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pourtant, il ne voit pas quoi faire. Et c'est là le dilemme. Le modèle sioniste, tel qu'il a été modifié par Netanyahou et d'autres, est devenu intenable. Cette vision est devenue impossible. Mais ils sont incapables de proposer une alternative.
Ils ne savent pas. Alors Netanyahou va vers des élections dès que les sondages montrent qu'il va les perdre. Cela signifie qu'il est désespéré de trouver une solution. Il pousse donc l'Amérique à agir. Détruisez l'Iran, pour tenter de faire revivre auprès des Israéliens son message selon lequel, vous savez, il les a sauvés de la bombe et que ce sont ces efforts qui ont entraîné Trump dans cette guerre. C'est probablement la seule vérité dans ce qu'il dit, mais ce n'est pas très rassurant pour les Israéliens. Donc on dirait qu'il se prépare à refuser d'accepter une défaite aux élections. Enfin, le Likoud, son parti, a tenu l'autre jour cette grande réunion qu'ils appellent sa Cour suprême. Mais ce n'en est pas une. C'est simplement une réunion interne du Likoud. Et lors de cette réunion, il a déclaré et obtenu l'autorisation que s'il y avait la moindre menace pour la sécurité, il a cité l'Iran, la moindre menace sécuritaire, il serait libre d'annuler les élections. Waouh! Et en plus de ça, il a exigé et obtenu le droit de désigner chaque candidat s'il y avait des élections. Seul, pas de primaire, pas d'élection. Lui, Netanyahou, désignerait, enfin, avec Sarah, bien sûr, désignerait tous ceux que le Likoud présenterait aux élections. Donc, il se prépare. On aurait maintenant 2 États qui évoluent dans cette direction, il me semble. D'un côté, vous avez Israël comme une sorte d'État précurseur qui cherche à voir comment gérer l'ensemble du processus. Il a déjà dit, eh bien, vous savez, les décisions de la Cour suprême israélienne ne s'appliquent pas. Nous n'allons pas leur obéir. Et de plus en plus aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que la situation est différente. Vous avez aussi un président qui dit, eh bien, vous savez, il va falloir changer la façon dont se déroulent les élections. Il va falloir s'assurer que tout le monde a la citoyenneté et il va falloir envisager des États séparés. Donc les deux s'engagent dans cette direction, sur une voie où ils pourraient se retrouver piégés dans une situation où ils diront qu'ils ne peuvent pas accepter le résultat électoral. Oui, cela va provoquer encore plus de chaos à l'intérieur de ces deux pays, ce qui ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Et cela aura des conséquences, parce que n'oubliez pas, les élections israéliennes ont lieu en octobre et les élections de mi-mandat, 1 mois plus tard, en novembre. Donc il va y avoir une interaction entre les deux. L'une va influencer l'autre et l'autre va influencer Israël. Continuez. Désolé, la dernière question que je voudrais vous poser sur ce sujet, c'est de regarder au-delà de la région, parce que rien ne se passe en vase clos. Selon vous, quelles seraient les répercussions, s'il y en avait de significatives, pour la Chine? Si toute cette situation que vous venez de décrire se produisait, si nous ne pouvons pas gagner une guerre, si le chaos s'étend dans la région, si l'Iran en sort renforcé, Israël affaibli, et que les Américains partent peut-être même complètement, qu'est-ce que cela implique pour la Chine? Je pense que d'abord cela renforce les BRICS, parce qu'ils peuvent voir une Amérique affaiblie. Et si l'Amérique n'a pas réussi à soumettre l'Iran et à le réduire à l'état de vassal, alors elle ne réussira pas non plus avec la Russie ou la Chine. Ces États seront donc très encouragés par la victoire de l'Iran dans la guerre. Et cela renforcera, bien sûr, la volonté de la Chine d'essayer d'entretenir une relation étroite avec l'Iran afin de sécuriser son approvisionnement en pétrole. Je veux dire, la Chine ne dépend, je crois, qu'à hauteur de 7% du pétrole venant du Moyen-Orient. Mais comme la Chine est un très grand consommateur de pétrole, cela représente quand même énormément de pétrole. Ils sont donc très préoccupés par la sécurité de leurs approvisionnements énergétiques. Et c'est pourquoi ils seront très inquiets de ce que fait Trump en Irak.
parce que la Chine aussi s'approvisionne là-bas et est étroitement impliquée dans les champs pétrolifères irakiens. Et si ces champs devaient être, en quelque sorte, américanisés par ce nouveau Premier ministre que Trump couvre tant d'éloges, je pense que nous verrons une Chine profondément méfiante à l'égard des États-Unis. Elle verra profondément tout ce processus comme visant au bout du compte à mettre la Chine en état de siège en étranglant ses routes d'approvisionnement énergétique. Le Venezuela n'était que le début. Mais bien sûr, imposer un blocus sur Hormuz, ce serait un blocus qui pourrait être utilisé contre la Chine. Évidemment, dans d'autres zones, on voit des navires chinois être saisis et arrêtés. Et tout cela constitue un siège. C'est la même chose dans l'autre sens pour les exportations russes. Mais je veux dire, les corridors énergétiques, les corridors de, si vous voulez, composants pour l'économie, les chaînes d'approvisionnement, toutes ces choses-là, l'Amérique essaie de les contrôler et d'en prendre la direction, particulièrement dans la technologie. Et la rivalité devient amère à mesure que la Chine lance de nouveaux modèles d'IA moins chers. Et qui plus est, vous ne leur cédez pas vos données. Vous les gardez et vous pouvez protéger vos propres données. Vous pouvez simplement les télécharger directement depuis la Chine et commencer à les utiliser dès demain. Et je pense que cela va révolutionner l'intelligence artificielle. Et bien sûr, je veux dire, vous savez, pour certains aux États-Unis, pas tous évidemment, je sais qu'il existe un mouvement assez puissant qui n'aime vraiment pas non plus que les frères de la Silicon Valley prennent le contrôle de l'Amérique. La Chine avance donc rapidement. Elle voit dans l'Amérique une grande menace pour elle. Pas la même menace que celle à laquelle l'Iran est confronté, mais une menace qui vise, pour ainsi dire, à saper sa croissance économique, à fragiliser son économie, dans l'intérêt de stimuler l'économie américaine. Mais elle ne capitulera pas non plus. Je vous l'assure, ils ne vont pas le faire. Et je pense qu'il est assez clair qu'ils ne le feront pas. Mais face aux défis que vous décrivez et à cette interaction, comment la Chine réagit-elle si les États-Unis perdent, en substance, cette guerre au Moyen-Orient et perdent une grande partie de l'influence qu'ils exercent sur l'Irak, l'Iran ou ailleurs? Comment la Chine sort-elle de cette compétition, d'une manière ou d'une autre? Eh bien, ce n'est pas vraiment une compétition au Moyen-Orient. Tout le monde accueillera la Chine au Moyen-Orient. Ne vous faites aucune illusion. Même les États du Golfe chercheront tous, vous savez, une nouvelle relation, une relation plus vaste, plus audacieuse avec la Chine et la Russie. C'est tout à fait clair. Et la Chine le fera selon des modalités raisonnables, et non dans une logique colonialiste ou d'exploitation. Elle apportera des infrastructures et des financements au développement des États, et les liens se resserreront. La région sera donc absorbée par l'Asie. Le Moyen-Orient deviendra une partie de la Grande Asie, et la Grande Asie sera, enfin, la Chine ne veut pas la diriger, mais elle en sera l'un des éléments les plus importants dans cette nouvelle structure. Et l'Europe et l'Amérique seront isolées, et la Chine va gagner. Oui, c'est ce qui m'inquiète. Et désolé, le temps nous manque. Je ne veux pas passer à côté de la deuxième partie. Si nous avons dressé un tableau assez sombre, et, encore une fois, je suis tout à fait d'accord, et je soutiens que nous avons déjà perdu la guerre avec l'Iran, toutes ces répercussions, sous une forme ou une autre, vont finir par se produire et se manifester. Mais ce n'est pas la seule. Je soutiens que nous avons aussi déjà perdu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et par là, je veux dire, cette prolongation de « nous utilisons simplement l'Ukraine comme un pays par procuration ». Donc sur ce front-là aussi, nous avons perdu, parce que tout ce que le président Trump a essayé de faire, mettre fin à la guerre en 1 jour, y mettre fin en 100 jours, et maintenant, il a tout simplement choisi un camp
a-t-il déclaré avec le secrétaire Rubio en juin. Et dès lors, cela ne peut pas réussir. Mais vous ne le sauriez pas en écoutant le soutien apporté au président Trump dans les médias occidentaux. Voici ce que le sénateur McCormick a déclaré hier encore. La marée est en train de se retourner contre Vladimir Poutine. Depuis plus de 4 ans, la Russie mène une guerre d'agression brutale et non provoquée contre une Ukraine libre et souveraine. Poutine a parié que Kiev tomberait en quelques jours. Il a parié que l'Occident se fracturerait en réaction. Et quand cela n'a pas marché, il a parié que l'Ukraine céderait en quelques mois. Il s'est trompé sur tous les plans. Aujourd'hui, il se trouve dans une situation de faiblesse. Le président Trump a promis la paix par la force, et sa stratégie fonctionne. Voilà encore cette idée de la paix par la force. Et ça marche. Vous êtes d'accord? Je pense que ce n'est pas Poutine qui a eu tort sur tous les points, c'est le sénateur qui a tort sur tous les points. Chacun de ses commentaires, vous savez, ce n'était pas, si vous voulez, une invasion illégale et non provoquée de l'Ukraine. C'est simplement le récit dont on a retiré tout le contexte. On ne remonte pas à ce qui se passait avant Maïdan. On ne remonte pas à l'intégration par les Américains de l'organisation Gulen vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, ni à la manière dont cela a influencé la pensée américaine sur la Russie. On retire tout le contexte et on en fait simplement une affirmation brute. Et donc, ils ont cette affirmation brute. Toute personne qui n'est pas d'accord avec elle doit forcément avoir tort. Mais, si vous voulez, en détextualisant, en sortant tout de son contexte pour le ramener à ces simplifications assez absurdes, ils provoquent, ils entraînent et ils nous rapprochent d'un danger bien plus grand. Parce qu'à ce rythme-là, il y aura bientôt une escalade de la Russie contre un proche allié des États-Unis contre l'Europe. Et je crois que cela arrivera tôt ou tard. Parce que les Européens insistent sur le fait qu'ils ont été encouragés et qu'ils bénéficient du soutien des États-Unis pour développer, construire et concevoir des missiles de croisière et des drones à portée toujours plus longue, afin de frapper plus profondément en Russie et d'attaquer des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'effort de guerre. Ces attaques contre les entrepôts de Wildberries. Wildberries, c'est un peu comme Amazon. Que diriez-vous si la Russie commençait à attaquer des entrepôts Amazon? Vous diriez, mais c'est quoi ce bordel? Et c'est une question qu'il faut poser. Alors, quel est l'objectif de cette guerre pour l'Amérique, qu'ils disent vouloir gagner? Eh bien, on le sait, parce que c'est le même objectif depuis près de 200 ans, démanteler la Russie, la diviser en ses différentes composantes et voler ses ressources. On l'a déjà vu 3 fois. Cette guerre a été menée contre la Russie. Je veux dire, la guerre allemande était aussi une guerre d'empire, visant à étendre son empire. L'Allemagne enviait la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne avait l'Inde et toutes les ressources de l'Orient qu'elle a pillées pour s'enrichir. Et puis la Grande-Bretagne a commencé à se préparer à la guerre contre la Russie. Et même pendant la guerre, je veux dire, vous savez, il faut penser à ce que les Russes ressentent à ce sujet. Parce que même durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la Russie était alliée et combattait les Allemands, à un moment donné, la Grande-Bretagne était censée soutenir la Russie, apporter une aide à la Russie qui était alors coincée à Leningrad. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Churchill a chuchoté à Roosevelt. Il lui a dit, écoutez, vous savez, peut-être qu'il faudrait retarder l'envoi des réserves là-bas, parce que ce n'est pas mieux qu'ils s'entretuent davantage pendant ce temps. Ce n'est pas mieux. Et puis, là encore, après la guerre, Churchill et Roosevelt ont signé cet accord pour renvoyer tout le monde à Staline. Des unités cosaques entières ont été renvoyées pour être alignées puis exécutées.
Ils en ont renvoyé des millions, ont refusé de les laisser rester où que ce soit, et ils sont parvenus à cet accord pour les renvoyer afin qu'ils soient jugés, pendus, puis exécutés pour leur trahison envers l'Union soviétique. Je veux dire, certaines choses étaient désespérées. Vous pensez que la Russie ne connaît rien de toute cette histoire? Elle ne la connaît pas? Elle croit vraiment que toute cette guerre a commencé soudainement, le jour où la Russie a envahi l'Ukraine, après que Kiev a multiplié par 17 les attaques contre le Donbass, les bombardements d'artillerie sur les zones civiles du Donbass. C'était évidemment destiné à provoquer cette attaque de la Russie, afin d'essayer d'en faire un conflit de l'OTAN tout entière contre la Russie. Mais les Russes, enfin, vous savez, ils connaissent leur histoire. Contrairement à nous, ils étudient l'histoire. Ils connaissent leur histoire. Donc, vous savez, c'est un conflit amer, long, avec beaucoup de rancœur, beaucoup d'animosité, mais quelqu'un doit s'asseoir autour d'une table. À mon avis, le premier pas, c'est celui que JFK a fait avant d'être assassiné, quand il a commencé à dire « Vous savez, nous devrions reconnaître tout ce que la Russie a perdu en combattant à nos côtés pendant la Seconde Guerre mondiale. Combien d'hommes ils ont perdu? 27 millions. Combien de personnes ont été perdues dans cette guerre? Il faudrait commencer par dire quelque chose comme ça. Et je pense que c'est la même chose ici. Il faut reconnaître, d'une manière ou d'une autre, les réalités de la situation. Pas cette façon grossière et infantile de tout réduire, vous savez, sans aucun contexte, de tout décontextualiser. Du genre, oh, la Russie, il est simplement venu à l'esprit de Poutine qu'il voulait redevenir un empereur, alors il a pris une partie de l'Ukraine. Enfin, c'est le genre de choses qu'on n'attendrait même pas d'un enfant de 7 ans écrivant une rédaction à l'école. Alors laissez-moi vous poser la question. Parce que, encore une fois, vous brossez un tableau très clair. Nous n'allons pas gagner. Militairement, l'objectif est tout simplement impossible à atteindre. Et pourtant, sur le plan économique comme militaire, nous continuons d'essayer. Mais cela va échouer. À quoi ressemble cet échec? Et surtout, si on ne peut même pas le dissocier de la défaite qui se profile au Moyen-Orient, qu'est-ce que ça va faire à l'OTAN? Quelle que soit l'issue de cette situation, que la Russie finisse par prendre Kiev à un moment donné ou autre chose, qu'est-ce que ça va faire à l'OTAN? Comment l'OTAN va-t-elle sortir de cette situation? Eh bien, je pense qu'elle ne sort pas de cette guerre. Je pense qu'elle est déjà en train de se fracturer et qu'elle se fracturera davantage. Elle ne tient ensemble que parce que, vous savez, c'est ce que Bruxelles et l'OTAN veulent mener. Enfin, d'où est venue cette guerre en Ukraine, du point de vue de l'OTAN? Après la guerre contre le terrorisme et tout le reste, quel était le rôle de l'OTAN à l'époque moderne? Quel était son rôle? Qu'allait-elle faire? Elle n'allait pas combattre le terrorisme éternellement. Elle ne s'en est pas très bien acquittée. Mais qu'allait-elle faire? Ah, l'Ukraine! Oui, la Russie! Voilà où nous en sommes. Et bien sûr, en vertu du traité de Lisbonne, l'Union européenne est obligée de suivre la ligne de l'OTAN. Elle n'a aucun libre choix, sauf si les traités le prévoient. N'oubliez pas, j'ai travaillé pour le secrétaire général de l'OTAN, qui était ensuite le haut représentant de l'Union européenne. Et il m'a dit très clairement, la politique européenne doit suivre la politique de l'OTAN. Alors certains Américains pensent que cela a été une bonne chose pour l'Europe, et c'est peut-être le cas. Peut-être. Je sais que certains disent, ça a empêché les Européens de se faire la guerre sans arrêt. Et il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Mais cela a aussi tué la politique en Europe. Ça a étouffé la vraie politique, parce que tout devait être ramené au centre. Tout devait être réduit. Vous savez, il y a le cordon sanitaire. Autrement dit, vous n'avez pas le droit de vous allier à l'extrême droite, ni même de lui parler. Et maintenant, c'est aussi le cas pour l'extrême gauche.
Ils disent qu'on ne peut pas parler seulement au centre et que le centre doit suivre l'OTAN. Et sur le terrain, en Europe, à mesure que les gens explosent sous les contradictions de l'économie, parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec ce qu'on leur donne, pendant que les élites se la coulent douce grâce au gaspillage de l'OTAN, aux nouvelles conférences et à toujours plus d'argent pour toujours plus de bâtiments. Mais pour 90% de la population, rien ne ruisselle. Et puisque vous ne pouvez pas protester, puisque vous ne pouvez pas voter contre ça, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes de plus en plus en colère contre les élites et de plus en plus en colère contre l'OTAN. Et vous vous dites tous, il faut se débarrasser de l'OTAN. L'OTAN dehors, on n'en veut pas. Voilà, je le prédis. Quelle sera l'ambiance dans la rue en Europe, la conséquence de cette guerre? Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Je veux dire, la logique que vous exposez est imparable. On voit bien les tendances aller dans cette direction en ce moment. J'aimerais qu'on ait plus de temps pour approfondir cette question. J'ai hâte de vous recevoir à nouveau la prochaine fois et j'invite les gens à aller sur Conflict Forum pour découvrir davantage de contenu d'Alastair Crooke parce que franchement, on n'en a jamais assez. Ce sont des conclusions assez sobres, très lucides. Mais encore une fois, les gens doivent connaître la vérité et ne pas se laisser entraîner par ces absurdités qu'ils continuent d'entendre dans les médias grand public, comme ce que nous venons de diffuser il y a un instant. Même si en réalité, cela venait de la tribune du Sénat. Mais maintenant, nous connaissons la vérité et nous vous sommes vraiment reconnaissants de nous l'avoir apportée. Merci beaucoup. Eh bien, merci de m'avoir invité à prendre la parole. Et d'ailleurs, Glenn Deason sera de retour ici dans environ 1 minute 30. Alors, rendez-vous sur ce lien, sur notre chaîne, et nous vous y retrouverons avec Glenn dans quelques minutes. Puis, à 13h, nous accueillerons de nouveau l'ambassadeur Chas Freeman. C'est toujours un plaisir de l'écouter lui aussi. À tout à l'heure, dans le Daniel Davis Deep Dive. We'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive.